Bonjour, 10e journée de championnat, bien entendu, match du jour Monaco-Bordeaux, les autres buts et 2 matchs en longueur. France-URSS, URSS-France plus exactement, nous y reviendrons bien entendu sur ce bon résultat. Les buts de l'Eurofoot, il y a eu quelques matchs assez intéressants, mercredi dernier donc, toujours. Des reportages, des magazines. Le classique, la deuxième division bien entendu, Caen Strasbourg, un match au sommet. Et puis pour terminer, l'invité, un invité prestigieux, oh, on ne vous en dit pas plus. Et vous avez sans doute compris. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau de Téléfoot. Un Téléfoot un peu exceptionnel, Didier vient de vous le dire, avec une superstar qui va nous rejoindre dans quelques instants. L'épaule va mieux, Didier? Ça va, il n'y a pas de problème. Bon, très costaud. eh bien alors nous rapidement. allons attaquer tout de suite cette semaine franco-soviétique avec la rencontre des espoirs, URSS France Espoir, Frédéric Jaillant. Qui joue en blanc, tout a bien commencé. 5 minutes de jeu, un ballon de Stéphane Paille pour Eric Lada. But de l'attaquant de Nîmes, la France mène 1-0. Par la suite, les Soviétiques dominent. Très solidaires, les Français ont parfois de la chance, comme sur cette tête qui trouve la transversale. Mais le plus souvent, c'est grâce à leur énergie et à leur volonté qu'ils se tirent des situations difficiles. Résultat, la France bat l'URSS 1-0. Cette victoire, cette remarquable performance lui donne les plus grandes chances de qualification pour les quarts de finale. Sans plus tarder maintenant, le grand match et la rubrique pour ou contre, c'est-à-dire qu'on revient un petit peu techniquement, tactiquement, toujours avec Frédéric Jaillant, France-URSS. Les joueurs français, leur solidarité. Ils ne voulaient pas perdre, ils entendaient prouver leur valeur, montrer quelque chose. On voit, leur volonté est impressionnante. Autre exemple, sur ce corner, c'est Stopira qui renvoie de la tête, puis qui va dégager. L'attaquant est également défenseur. Sur ce nouveau corner, Poulain va sauver son camp. Mais il aurait pu s'agir d'Amoros ou Ayache. Il y a 3 Français sur la ligne de but. Solidarité donc, et cette vertu a été mise au service d'un pressing rigoureux et efficace. Il y avait toujours 1, 2, voire 3 Français sur le porteur du ballon. Les Soviétiques sont gênés, parfois même ils reculent. Autre qualité, le réalisme. On a souvent dit que les Français en manquaient. À Moscou, un but pour une seule véritable occasion, c'est du 100%, il faut le faire. Un réalisme également défensif. Très positif également le niveau auquel ont évolué quelques-uns des joueurs français. On pense d'abord à José Touré. Rien à voir entre celui qui a posé tant de problèmes à ses adversaires soviétiques, il fut rayonnant, et celui des précédents matchs avec Bordeaux, il était décevant. On pense également à Fernandez, avec lui à présent, et une question que lui pose Jean-Michel Larquet, le contre. Vous n'avez pas l'impression qu'en taquinant un petit peu plus cette défense des Soviétiques, vous auriez pu faire encore mieux que ce que vous avez fait? C'est ce que je sentais sur le terrain. J'ai senti que si on procédait en conservant un peu plus de ballon, en allant plus de l'avant, je pense qu'on pouvait leur poser plus de problèmes. On les sentait fébriles, on les sentait pas sur d'eux, et nous, plus on avançait vers leur but, on sentait qu'on pouvait se créer quelque chose, et il n'y a qu'à voir cette occasion d'entrée en deuxième mi-temps de Gérald. Si ça rentre, ça fait 2 et on n'en parle plus. C'est vrai, le seul défaut de l'équipe de France fut peut-être de manquer un petit peu d'ambition. Après tout, les Soviétiques furent déjà bien heureux d'égaliser. Ils sont passés plus près de la défaite que les Français. Pour son sujet magazine, Frédéric Jaillant a choisi de nous faire une rubrique mi-brève, mi-écho. Frédéric Jaillant. Lundi après-midi, l'arrivée. Assez peu d'attente à l'aéroport, environ une demi-heure. Il y a la télé soviétique et quelques chasseurs d'autographes. Ils sont un peu déçus, Platini n'est pas là. Et à son propos, gros titre pour la question, que va-t-il se passer après l'époque Platini? Mardi matin, balade et visite. Au programme, bien sûr, la place rouge. Malheureusement, la plus grande partie est interdite d'accès. Personne ne réussira à savoir exactement pour quelle raison.
Mardi midi, Rémi Vogel, le joueur le plus entouré. Henri Michel vient d'annoncer qu'il serait titulaire. Vous allez téléphoner à qui d'abord? Ma femme, bien sûr. Mercredi, 1 heure avant le match, surprise, Igor Belanov remplaçant. Échauffement collectif pour l'équipe de France, nouveau. Initiative signée Fernandez, on l'apprendra après le match. Stade plein, 100 000 personnes. Toutes les places étaient déjà vendues depuis plusieurs jours. Ambiance impressionnante, mais Philippe Farjon a un truc. Je suis parti un peu dans le monde d'idées en pensant que c'était un match qui se passait en France, sur un stade de 100 000 places, et je me suis dit, toutes ces personnes sont pour nous, nous encouragent. Premier brassard de capitaine pour Fernandez. C'est lui le chef, c'est lui qui commande. Il le montre tout au long de la rencontre. Boli, l'énergie. Grande détermination et grand geste. Je suis très impulsif et j'ai besoin de ça pour être dans le coup, quoi, en fait. Façon de faire monter l'adrénaline. Bien sûr. La mi-temps rock à Moscou étonnant. Touché, fâché, Touré. Il le fait exprès en plus, enculé. Match nul, les Français lèvent les bras, Fernandez capitaine jusqu'au bout. Petite tape, poignée de main, félicitations pour tout le monde, finalement un bon souvenir. Voilà, et puis on enchaîne avec les autres buts de la soirée. Concernant toujours l'Eurofoot, il y avait des groupes 3, 6 et 7 qui jouaient. Donc l'Eurofoot, les phases préliminaires avant la phase finale. Islande a battu la Norvège de buts à 1, c'est une petite surprise. Nous n'avons pas les images de ce groupe 3, mais je vous rappelle au passage le classement et je vous rappelle aussi que malheureusement, quoi qu'il arrive maintenant, même avec un miracle, la France est éliminée. Groupe 6, Pays de Galles, Danemark. Pays de Galles donc qui joue à domicile et qui est bien placé dans ce groupe, qui surprend surtout que le Pays de Galles, il n'y avait pas Jan Rush, ce n'est donc pas lui qui prend le ballon sur la transversale, qui renvoie ce ballon sur la transversale. Ensuite c'est Hughes qui a bien suivi, on revoit tout cela au ralenti et le Pays de Galles l'a emporté 1-0. Les Finlandais, en blanc, toujours dans ce groupe 6, n'avaient pas gagné un seul match depuis le début de la compétition. Et là, contre la Tchécoslovaquie, ils ont fait le plein. Premier but par Hjelm à la 10e minute, un joli but, mais que dire des deux suivants? Vous savez, on passe son temps à répéter qu'il n'y a plus de petites nations dans le football. Eh bien, vous allez voir un petit peu ce qu'est capable de faire l'équipe nationale finlandaise, notamment sur le côté droit ici. On joue depuis 72 minutes, la Finlande mène toujours 1-0 et maintenant ça va faire 2 grâce à Lius, 2-0. 72e minute et 3-0 sur un superbe but complètement collectif celui-là, signé Tiainen, 3-0 dans ce groupe. Effectivement, le Pays de Galles a une belle carte à jouer. Et on termine ce petit tour des stades avec le groupe 7 et la victoire difficile, décidément, il n'y a plus de petites équipes, c'est la coutume, on dit cela souvent, contre l'Air et le Luxembourg, et c'est même le Luxembourg qui avait ouvert la marque à la 29e minute par Krings. Joie de courte durée, il faut le signaler, puisque 3 minutes plus tard, Liam Brady en action. Les Irlandais qui sont toujours en possession du ballon et c'est finalement Frank Stapleton qui joue maintenant, je vous le rappelle, à l'Ajax d'Amsterdam, qui a quitté Arsenal et Manchester United, qui était son dernier club, qui égalise donc à la mi-temps un but partout. Il faudra une jolie reprise de McGrath en deuxième période pour que l'Air l'emporte difficilement. Nous rappelons que c'était tout de même le Luxembourg. Un petit point sur ce groupe maintenant. Et alors, on attend quelqu'un, on l'attend toujours. Il va venir. Il est presque là. Il est là. Bonjour Pelé. Bonjour, ça va? Now, Ça va ladies bien. and gentlemen, Pelé. Pelé, bonjour, le maillot de la Selecao du Brésil, là on le voit pas, c'est tout bleu. Alors vous êtes là pour faire la promotion du loto sportif, on le sait. Loto sportif, je crois que ça sera mieux, vous avez l'oreillette, parce que je ne l'avais pas. Et je vais vous laisser en compagnie
de Thierry Roland, ici à ma droite, qui est un grand spécialiste de football, qui va se faire un plaisir. Je suppose que vous avez beaucoup de questions à poser à notre roi, au plus grand sportif du siècle. Thierry. Je pense effectivement, et c'est un grand honneur. Alors voici donc le sablier, 4 minutes, ça n'est pas beaucoup. 4 minutes 3 donc, minutes même. avec Pelé, 3 peut-être, enfin Voilà. le temps d'un œuf quoi. Pelé, qu'est-ce que vous faites là maintenant? D'abord, je suis très heureux d'être ici en France. La France est un pays que je porte dans mon cœur comme le Brésil. Nous sommes en train de promouvoir le football, le loto sportif en France, le ballet du football comme on dit. C'est une chose vraiment très belle. Et j'ai encore un contrat aux États-Unis. Je vais passer 5 mois à New York où j'ai un appartement. Je passe 5 mois à New York, 5 mois au Brésil et 2 mois en Europe. Et donc je voyage beaucoup. Pelé, qu'est-ce que vous pensez du football d'aujourd'hui? Eh bien, je pense que c'est toujours la même chose. Le football n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, ce sont les joueurs. C'est-à-dire, les grands noms ont changé. Et donc, le football est devenu plus défensif. S'il y avait de grands attaquants, comme Anthony, comme d'autres, Didi, Vava, Pelé, Pepe, à l'époque, Stefano, c'est-à-dire que le football serait plus d'attaque, un football de marquer des buts. C'est un football qui est devenu plus défensif. Pelé, vous avez été en 1966 victime de la violence qui commençait déjà lors de la Coupe du Monde en Angleterre. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces coups méchants, violents que l'on voit un peu partout sur le terrain dans les grands matchs? Eh bien, vraiment, en 66, on voyait déjà que le football devenait un peu plus violent. C'est-à-dire que les gens, chaque joueur marquait un autre joueur. Mais la violence, c'est quelque chose qui vient de la société, du peuple lui-même. Il y a des problèmes économiques, des problèmes politiques. Il y a des guerres intestines, il y a des problèmes de terrorisme. Alors tout cela crée davantage de tensions dans le peuple. Le football, qui attire beaucoup de public, est donc quelque chose qui crée des réactions. On voit qu'aujourd'hui, le baseball, par exemple, qui n'est pas le football comme nous le connaissons, c'est un jeu américain, un sport américain. Le tennis, par exemple, les gens se battent, quel que soit le sport, c'est-à-dire que la violence existe de toute façon. Vous avez cité beaucoup de grands noms du football tout à l'heure en rappelant un petit peu votre jeunesse. Actuellement, en France, on est un petit peu comme l'était le Brésil lorsque Pelé, Gerson, Tostão, tous ces grands joueurs ont arrêté. Est-ce que vous pensez que le football français, l'équipe nationale, sans Platini, sans Giresse, sans Rocheteau, sans Bossis, etc., sans Tigana, peut repartir de plus belle? Je crois que la France est comme le Brésil. Il y aura toujours de grands joueurs. Et actuellement, au Brésil, nous sommes dans une période de transition. C'est-à-dire qu'il y a de la nouvelle génération qui monte. Et je crois qu'en France aussi, il y aura toujours de grands joueurs. Comme je parlais des autres, Anthony, bon, il y avait Tigana, Giresse, Platini, et il y aura d'autres. Il y aura forcément d'autres grands joueurs. Dernière question, Pelé, en vous remerciant. La Coupe du Monde 1994, au Brésil ou aux États-Unis? Je vous livre ma propre pensée. Malheureusement, aujourd'hui, le Brésil, avec les problèmes économiques qu'il y a, le Brésil ne peut pas vraiment recevoir la Coupe du Monde. Il faut des entreprises privées pour aider le Brésil à recevoir la Coupe du Monde. Il faut la télévision, comme au Mexique. La télévision mexicaine a vraiment fait la Coupe du Monde. On pourrait dans ce cas-là. Mais pour le football, je crois que ce serait une merveilleuse promotion, une chose différente, une chose nouvelle pour le football
si la Coupe du Monde pouvait avoir lieu aux États-Unis. Je crois que ce serait une bonne chose pour nous tous qui travaillons pour le football. Merci Pelé, vous restez avec nous. Vous allez voir le match du jour de cette journée de championnat. C'était évidemment Monaco-Bordeaux, Frédéric Jaillant et Jean-Michel Larquet. L'échauffement d'un côté, Philippe Farjon de l'autre, à 50 mètres, Rémi Vogel. Tout à l'heure, l'avant-centre de Bordeaux et le stopper de Monaco seront pour la première fois adversaires directs. Pourtant, et oui, pourtant, il y a 3 jours à Moscou, il portait le même maillot première sélection pour Vogel. Quant à Farjon, il était titulaire d'entrée pour la première fois. On imagine que tout cela crée tout de même quelques liens. Êtes-vous davantage motivé que d'habitude? Non, c'est la même chose, exactement la même chose. Le fait que ce soit quelqu'un avec qui vous étiez il y a 3 jours, ça ne change rien? Non, rien du tout, je crois que je suis d'abord girondin et je joue d'abord avec le Bordeaux ce soir, un match très important. Dernière question, si vous perdez, est-ce que vous serez content pour Vogel? Bah, déjà, je serais déjà pas content pour moi, mais si on perd, eh ben, tant mieux pour eux et puis j'espère qu'ils continueront comme ça. Un chiffre pour résumer l'importance de ce match. En moyenne, un champion de France perd 4 ou 5 rencontres dans l'année. C'est le cas des Girondins de Bordeaux l'an passé. Or ce soir, l'un des 2 prétendants, ou Monaco ou Bordeaux, après un tiers de championnat, aura déjà perdu 3 fois. Est-ce que cet état d'esprit s'est ressenti dans la préparation des joueurs, Didier? Non, absolument pas, parce qu'on a bien compris en début de saison que le championnat est en train de se resserrer et qu'il n'y a plus de petites équipes. Je crois que le football est trop aléatoire et trop beau pour se résumer dans les chiffres. Pour un match de cette importance, on aurait aimé que les conditions de jeu soient à la hauteur de l'événement. Hélas, plus que jamais, le beau stade de Louis II a révélé hier des insuffisances pénalisant la qualité du spectacle. Une pelouse qui a des allures de tôle ondulée, des projecteurs en panne et des filets qui ressemblent à ceux d'un chalutier à la fin d'une campagne de pêche. Dommage, cette parenthèse fermée, on entre rapidement dans le match avec un début canon de Youssouf Fofana. Dribble de vitesse, crochet et course en rupture, l'Africain s'en est donné à cœur joie. C'est encore lui qui est à la conclusion de ce coup franc, renvoyé une première fois par le mur bordelais. Monaco dirige le jeu dans cette première période grâce au tandem anglais Odell-Atley, obligeant parfois la défense bordelaise à agir à la limite. C'est en tout cas l'opinion de Ferraj qui s'estime crocheté ici par Péan. Quelques minutes plus tard, alors que Monaco fait le forcing, le public de Louis II se lève à nouveau pour une charge suspecte de Roche sur Atley. Bordeaux va tout de même réagir avec une montée de l'ex-monégasque Bijota, un relais de Ferreri qui donne une bonne balle à Zlatko Vujovic qui manque son contrôle et pousse trop loin son ballon. À 10 minutes du repos, c'est toujours Monaco qui est à l'attaque. Interception d'Amoros, débordement de Fofana, centre en retrait un peu déchiré par Amoros avec un ballon qui atterrit sur la tête de Atley, mais Dropsy revenu peut éviter le pire pour son équipe. Un Dropsy tout heureux de voir Atley à nouveau trop croiser son tir alors que M. Bouillet siffle la mi-temps avec un ballon toujours aussi insaisissable. À la reprise, Monaco ne va pas baisser de rythme en maîtrisant un peu mieux le jeu que les Girondins, notamment au milieu du terrain. À nouveau, Ferraj sur un long service de Odell inquiète Dropsy. Vient ensuite l'épisode des pénaltys. Coup franc de Odell et première faute de Roche sur Atley. Inévitable discussion. Amoros passe au ballon. Il frappe, mais Dropsy stoppe ce premier pénalty. Quelques minutes plus tard, à la suite de ce corner, Roche à nouveau, ceinture Atley. Le pénalty est cette fois-ci indiscutable. Pas de discussion, changement de tireur. C'est Atley qui va se charger lui-même de la sentence. Le ballon part bien dans le but de Dropsy, mais finit sa course sur la piste d'athlétisme. Les filets de Louis II étaient crevés.
Ils avaient pourtant fait l'objet d'une inspection minutieuse en début de rencontre. L'arbitre, normalement, valide ce but. Un but capital puisqu'il permet aux Monégasques de compter désormais 4 points d'avance. En fin de rencontre, Bordeaux va tout faire pour revenir, mais Ettori, qui n'avait pas eu beaucoup de travail, va veiller au grain sur ce coup franc tout d'abord, puis sur ce corner et cette tête de Philippe Farjon. Je suis un joueur technique. Cela me convenait dans mes rencontres internationales avec Tottenham. De la technique, il en a Glenn Hoddle. Glenn Hoddle, c'est la bonne affaire de l'AS Monaco. C'est l'anglais au style le plus latin. Toucher de balle et vision du jeu. Pied droit, pied gauche. Hoddle a parfaitement réussi son intégration. Trois défaites après un quart de championnat, n'est-ce pas beaucoup pour un éventuel futur champion de France? Je dirais même que c'est exceptionnel. Je crois qu'il faut remonter très loin pour voir une équipe au quart du championnat perdre 3 fois et être champion. C'est Rémi Vogel, alors ces retrouvailles avec Farjon. Est-ce que vous vous êtes parlé? Est-ce que vous lui avez parlé? Que lui avez-vous dit? Non, je ne lui ai pas parlé. Je l'ai vu après le match, je lui ai serré la main et je lui ai dit bien joué et merde pour la suite, comme on dit d'habitude dans le football. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ben, il m'a dit pareil. Voilà, et suite de cette 10e journée, Montpellier Racing, Yves Kupferminck. Au stade de la Mosson, on n'est pas prêt d'oublier cette rencontre, et pas seulement à cause des 3 avertissements et de l'expulsion de Lucchesi. En fait, on est allé pendant 90 minutes de surprise en surprise. La première, c'est les débuts dans les rangs du Racing de cet arrière-droit de 24 ans, Sonny Siloy, transféré cette semaine de l'Ajax d'Amsterdam. La deuxième, vous l'apercevez ici en bas de l'écran, il s'agit de la position de Crimo qui pour la première fois de sa très longue carrière occupe le poste de libéro. Une tactique aussi surprenante que payante en première période puisque le Racing joue bien, domine et se crée les meilleures occasions de but. Ici, Francescoli rate d'un rien lassé. Et c'est donc fort logiquement que les Parisiens ouvrent la marque à la 18e minute sur ce corner de Ruben Umtierrez, repris de la tête par Bruno Germain. 1-0 pour le Racing. Pour la première fois de la saison, Montpellier est mené sur son terrain. La Payade qui 4 minutes plus tard a l'occasion d'égaliser sur une action identique, corner de Pérez, reprise de la tête de Julio César qui heurte le poteau, puis c'est la transversale qui sauve le méta. Les Parisiens ont eu beaucoup de chance, une chance qui malheureusement pour eux ne durera pas, puisque 20 minutes plus tard, Montpellier va égaliser sur une montée de Stojkovic. Le Yougoslave bénéficie d'abord d'un contre favorable, puis d'une superbe remise de Roger Mila. Il devance la sortie d'Olmeta et permet donc à la Payade de revenir à 1 but partout. Ce sera le score à la mi-temps, rien de bien surprenant jusque-là. Ce qui le sera plus, c'est le début de deuxième période, avec dès la 51e minute ce coup franc de Gérard Bernardet qui trompe Pascal Olmeta. 2 buts à 1 pour Montpellier et 3 buts à 1 6 minutes plus tard à la suite de cette action du jeune Christian Pérez qui s'enfonce dans la défense parisienne comme dans du beurre. Il élimine Crimo et tire de l'extérieur du pied gauche. Ce but qui fait la joie du président Nicolin marque le début du cauchemar parisien qui encaisse un 4e but à la 75e minute. Centre de Bernardet, reprise en 2 temps de Cuben. Puis un 5e 9 minutes plus tard, coup franc de Bernardet et grosse erreur de Crimo, pas vraiment à l'aise dans ce rôle de libéro. C'est Roger Milla qui marque. Thierry Loret inscrira un 6e but à 5 minutes de la fin. 6-1, c'est le score final d'un match complètement fou où les Parisiens ont craqué physiquement, moralement et tactiquement pour la première fois de la saison. Et puis maintenant, derby du Sud avec Philippe Houy au stade Vélodrome Marseille-Nice. Premier bon point au public, 25 000 spectateurs, une ambiance à la brésilienne, et pourtant l'OM restait sur une sévère défaite à Nantes. Vous le voyez, il y a quelque chose de changé à Marseille. Deuxième bon point aux Olympiens du début du match. Ils se sont créés un paquet d'occasions, notamment par Jean-Pierre Papin, sans complexe.
Là, il ne voit personne à qui donner le ballon, alors il n'hésite pas, il prend sa chance de 25 mètres et Amitrano fait bien de se détendre. Autre occasion qui aurait pu faire tilt quelques minutes plus tard sur une combinaison Alofs, Gengini-Giresse. Le tir de l'ancien Bordelais est encore bien arrêté par Amitrano. Le gardien niçois se rend compte que la soirée va être chaude. Et il va avoir de la chance aussi en quelques circonstances, notamment celle-ci. Ballon de Giresse pour Gengini, qui évite deux Niçois. Bon tir, mais il touche la base du poteau. Et sur ce corner encore, c'est la transversale qui va trembler. La reprise d'Alof était vraiment exceptionnelle. Des occasions donc dans cette première demi-heure, mais aussi deux buts. Le premier par Papin. Il ne faut rien laisser traîner dans la surface de réparation. C'est son 7e but depuis le début de la saison. Le deuxième a été marqué à la demi-heure de jeu suite à un tir d'Alofs repoussé par Amitrano. Le roux est le premier sur le ballon. C'est le premier but aussi pour Yvon sous ses nouvelles couleurs. En deuxième période, les occasions marseillaises ont été plus rares. Là, une bonne tête d'Alofs arrêtée par Amitrano et le montant. Et dans la même minute, sur un nouveau centre d'Ayache, Papin a une possibilité d'aggraver le score. Malheureusement, il ne la transforme pas. Score final donc 2-0. Sentir mieux quand on sort de prendre 5-0 et qu'on gagne 2-0, ça veut dire d'abord qu'on a resserré les boulons, que la défense a été mieux organisée, elle s'est montrée un petit peu plus sereine et plus solidaire. C'était notre grand objectif de la journée. Et sans pour autant renier nos possibilités offensives, c'est-à-dire que malgré tout, malgré les trotesses du score, on s'est créé quand même pas mal d'occasions, avec des tirs sur les poteaux en particulier. Donc je crois que c'est un match qui était à la fois rassurant et satisfaisant. Oui, mais pas tout à fait plein. Ils ont manqué parfois de rigueur et les Niçois, qui étaient privés de 6 titulaires, leur ont tout de même causé quelques soucis. Et en certaines occasions, il s'en est fallu de très peu qu'ils ne marquent, comme sur cette tête de Kurbos. Mais des occasions comme celle-ci, il y en a eu d'autres. Les autres rencontres de cette 10e journée, toujours avec Yves Kupferninck. Non, Thierry, avec Jean-Michel Larquet, on va tout de suite au Parc des Princes pour l'une des grandes surprises de cette soirée. La victoire de Lille au Parc des Princes, des Lillois qui réussissent toujours bien au Parc des Princes et qui vont ouvrir la marque par le Belge Desmet. D'ailleurs, ce sera une soirée belge pour les buteurs lillois, puisque à la suite de cette action, c'est Vandenberg qui double la mise. Vandenberg qui va marquer un 3e but sur penalty, alors que l'on joue depuis 34 minutes. Et ce n'est qu'en fin de rencontre que Calderon, à la 90e minute, sauvera l'honneur du Paris Saint-Germain. Au stadium municipal maintenant à Toulouse, où le TFC a bien préparé son match de Coupe d'Europe. Un premier but marqué à la suite de ce long centre de Rocheteau, repris par Casini. 1-0 score à la mi-temps, mais dès le début de la deuxième période, faute de Chalery sur Rocheteau et pénalty transformé par Beto Marsico. À la 83e minute, c'est Guérin qui lui aussi sauvera l'honneur pour Brest. 2-1 pour le TFC. Au stade de la Venise Verte à Niort, pour une nouvelle victoire des hommes de Papa, disons Patrick Parison. Premier but pourtant pour les Toulonnais, par l'intermédiaire de leur libéraux Mendy. Mais les Niortais vont vite revenir au score à la suite de cette erreur et de cette reprise de volée du plat du pied de Marihini, un ancien Brestois, et cette louche de Amanala à la conclusion Tolo. 2-1 pour Niort. Un seul but à Cannes, un but de Yougoslave Savic, un petit peu chanceux au dire de Michel le Milinaire, mais un but de toute beauté et victoire pour les hommes de Jean Fernandez. Ce n'était pas à Metz mais à Auxerre que Metz s'est imposé grâce à un but de son revenant Carmelo Michiche. Au Havre, au stade de Jules Deschazos, bonne performance des Stéphanois malgré ce but de pain pour les Havrais en début de deuxième période. Et c'est Guy Claveloux, le milieu de terrain, le frère d'Éric Claveloux, le défenseur, Guy Claveloux,
qui, à la suite de cette longue échappée, bat Casanova. Pour terminer, nouvelle victoire à l'extérieur, celle de Nantes à Lens. Les Nantais qui vont ouvrir la marque par Mo Johnston sur ce centre de Philippe Anziani. Oudjani égalise pour Lens et Francky Vercotteren, le second étranger de Nantes, va donner une victoire précieuse et fort appréciée par les joueurs nantais. À la suite de ce coup franc, pied gauche de Francky Vercotteren, lucarne et victoire des Canaries. Au classement, Monaco contre 4 points d'avance, 9 équipes à 11 points, 6 à 10 points. Et dans le bas du classement, quelques soucis à se faire déjà pour Laval, Brest et Lens. Marqué, c'est beaucoup mieux que la semaine dernière. On se retrouve avec Qui vous savez, le temps d'une petite page de publicité. Okay. Vire les chaises. Les vélos Décathlon sont conçus pour les cyclistes exigeants. Enfin, dans des conditions normales d'utilisation. Et à ce prix-là, magique, vous pouvez toujours pédaler. Bonjour, monsieur. Dites-moi, elle accélère plutôt gentiment, votre voiture? Bien sûr, c'est la Renault 21 2 litres turbo. Ah, bien sûr. 175 chevaux. Tout est géré par l'électronique. Freinage ABS, bien sûr. Bien sûr. Bonne route. Renault 21 2 litres turbo. Le défi. Hey, je vais jouer au loto sportif. Mercredi, Coupe européenne avec un loto sportif supplémentaire. Gagner, c'est formidable. Gillette Contour Plus, avec la plaquette lubrifiante Lubrastream. Contour Plus fait glisser le rasoir pour plus de douceur pendant le rasage et plus de douceur après. Le système Gillette Contour Plus. La précision, la douceur en plus. J'en ai assez, j'irai pas plus loin. Ça va mieux? Oui. Alors on repart. Synthol Spray, ça fait du... Là où ça fait... Aïe. Synthol est un médicament, parlez-en à votre pharmacien. Il est dingue de moi. 40 radiocouleurs. TCR 3 niveaux. Un super circuit géant de 8,60 m en développé. Ou à pleine puissance. Les voitures sautent en contrebas sur un labyrinthe de pistes dédoublées qui montent, descendent et se rejoignent. TCR 3 niveaux. Meubles Darnal, meubles Darnal, meubles Darnal, meubles Darnal, meubles Darnal, meubles Darnal, double marnal, double marnal, double marnal. Pour la tenue de route et le freinage, des roues qui rebondissent, c'est dangereux. Alors, pour garder le contact avec la route, faites changer vos amortisseurs chez Midas. Pour l'amortisseur, comme pour l'échappement, champion Midas. Voilà, on se retrouve avec notre invité, avec Alexandre, qui est un petit garçon que vous connaissez bien, c'est la mascotte de Téléfoot. Et vous savez que Pelé adore les enfants. Il a sans doute un message à leur faire passer, tous les centaines de milliers, même les millions d'enfants peut-être qui nous regardent aujourd'hui et qui aiment le football, vont écouter ce que Pelé va dire à Alexandre. C'est un peu aussi à eux qu'il s'adresse. Ça va bien? Ok.
É bom a gente conversar com as crianças. C'est bien de parler avec les enfants A criança parce é o que presente e é o futuro. l'enfance, c'est le présent et l'avenir. Eu espero que Et todas as j'espère crianças, que como o Alexandre, tous les como eu, enfants, como comme Alexandre, comme moi j'étais quand j'étais enfant, participent é bom para a saúde. à un sport. Le sport est bon pour la santé. Faz você ficar forte. On devient fort en restant en forme. importante Et donc c'est très important você pratique que esporte. tu joues, Joga que todo tu tipo de pratiques esporte. un sport, n'importe lequel, le Tênis, football, le baseball, tennis, le baseball, le basket, o rugby. É muito importante. le rugby, n'importe quoi. E que não esqueça Mais também n'oublie pas, de ir à escola. n'oublie pas l'école non plus. Il faut étudier aussi. Isso é muito C'est vraiment importante. très important pour toi. Porque todo menino Parce que tout enfant que estuda, que qui vai à escola, étudie, qui va à fica l'école, mais inteligente para jogar devient futebol. plus intelligent pour jouer au football. Entende? Tu comprends? Então, vamos falar Donc, para toda a juventude da On va França, s'adresser à toute la toda a jeunesse juventude, française, todo mundo, à toute la jeunesse du monde, para praticar esporte, en leur disant qu'il faut que pratiquer é un muito sport. importante para a saúde. C'est très important pour la santé. Ok? D'accord? Bom. Ok, é verdade. Tu Il a regardes? compris, Alexandre. Il est intimidé, c'est un petit génie, mais il ne comprend pas le portugais, mais il avait sa petite oreillette, donc il a tout compris. Il n'y a pas de problème. On enchaîne avec la Coupe d'Europe. Vous savez que mercredi prochain, il y a les premiers tours de Coupe d'Europe. Il y a deux clubs grecs qui nous concernent, deux clubs est-allemands. Le football est-allemand, on le connaît bien, le football grec, pas vraiment. On va voir tout cela avec Bernard Renaud. Il se passe de drôles de choses en ce moment en Grèce. À croire que tous les entraîneurs français s'y sont donné rendez-vous. Pendant que Giroud espionnait le Panathinaikos, Jacques Santini et Francis Andreu à la caméra décortiquaient Panionios. C'est le moment où il a mis les deux buts. Non, ça j'ai pratiquement tout ça. Ça avait 3 cassettes, ça m'a fait... Dimanche 7 septembre, le championnat grec redémarre sous un soleil de plomb. Ils sont 50 000 plus Giroud dans le stade olympique. Panathinaikos accueille le promu Levadia. Georges Vardinogiannis, le président, n'est pas content de ses troupes. Georges Vardinogiannis, la cinquantaine, l'un des hommes les plus riches de la planète. Au hit-parade des milliardaires, il arrive à la 8e place. Clé de sa fortune, pétrole, navigation, génie des affaires. Une passion, le football, un amour, le Panathinaikos, dont il détient 75% des actions. Un seul problème, il ne donne jamais d'interview télévisée. S'il ne donne jamais d'interview, en revanche, il donne beaucoup de lui-même et beaucoup d'argent. Tenez, par exemple, ce centre d'entraînement à Peña est unique en Grèce. C'est un cadeau du président milliardaire. 3 terrains gazonnés, c'est très rare en Grèce. Et vous l'avez vu, un hôtel, actuellement en construction, un hôtel de 28 chambres qui accueillera les joueurs les veilles de match. Un centre de soins médicaux ultra moderne. Des masseurs, un sauna, des bains bouillonnants, etc., etc. Bref, le Panathinaikos a les moyens de ses ambitions européennes. Sur le terrain, c'est une autre histoire. Détail important, l'entraîneur du Panathinaikos est grec. C'est rare. Sur les 16 clubs de première division, 9 sont entraînés par des étrangers. Celui-ci s'appelle Daniel Vassilis. C'est un petit bonhomme rondouillard de 49 ans qui ne badine pas avec le règlement. Exemple, l'un des meilleurs joueurs grecs, Vamvakoulas, ne jouera pas contre Auxerre. Il a été sanctionné pour indiscipline. Et toc. Pendant 90 minutes, Giroud a beaucoup noté. Danger sur les touches de Jacob Asiatanasiou. Danger sur les reprises de Dimopoulos et les actions de Saravakos, tous deux internationaux. Danger aussi par le milieu de terrain yougoslave Zajek, 40 fois international. Le port du Pirée, le fief des armateurs. Jerry Ventouris est l'un de ceux-là. Depuis quelques mois, il est président de Panionios, l'adversaire de Toulouse. Jerry Ventouris, 36 ans, connaît bien le sport. Il l'a pratiqué à Panionios. 48 secondes aux 400 mètres. Question, que vient faire un armateur dans cette galère? Dans le monde, la plupart des clubs de football perdent de l'argent. Les gens s'engagent, prennent des responsabilités parce qu'ils aiment le sport et par là même n'hésitent pas à perdre de l'argent.
Mais vous savez, je ne suis pas seul ici. D'autres personnes supportent aussi financièrement le club. Mais vous savez que vous allez perdre de l'argent? Je pense qu'il faut voir ça non pas comme une affaire, mais comme un plaisir. Situé dans les faubourgs d'Athènes, le stade de 18 000 places de Panionios est un monument chargé d'histoire. Le club a été créé en 1890 par des Grecs vivant à Izmir, en Turquie. Chassés par les Turcs en 1922, les Grecs se rassemblent alors dans le quartier sud-est d'Athènes, Nea Smyrni. L'intérieur du stade témoigne encore de cette histoire. Au détour d'un vieux livre, on y découvre que Panionios fut le club d'un certain Aristote Onassis, ici en tenue de nageur. Onassis, qui jusqu'à sa mort fut membre de Panionios. Dimanche dernier, à Salonique, Panionios a balayé Héraclis, l'un des meilleurs clubs grecs, 3-0. Urbain Brême, 54 ans, l'entraîneur belge du club est donc tranquille. Et puis la Coupe d'Europe, il connaît bien. 2 fois champion de Belgique avec Anderlecht et 4 fois vainqueur de la Coupe avec Beveren et Anderlecht. Malgré tout, l'arrivée de Panionios en Coupe d'Europe relève de l'histoire belge. On a eu 3 grèves ici. D'abord des joueurs, donc au début du championnat, et à la fin du championnat, les arbitres et même les dirigeants, les présidents qui ont fait de la grève. Il y avait 4 qui n'ont pas fait la grève, c'est-à-dire Olympiakos qui était champion, Panathinaikos, Ophicrète et Panionios. Et les 12 autres ont perdu des points et nous avons obtenu des points. Du coup, Panionios a hérité de la 4e place. Ajoutez à cela le fait que le vainqueur de la Coupe de Grèce soit déjà qualifié pour l'Europe. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en Coupe d'Europe. C'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Un autre problème que vont rencontrer les joueurs toulousains, ici sur cette pelouse, un problème de trou. Regardez, je pose ma main droite et je pose ma main gauche maintenant. Pratiquement 5 à 6 cm de dénivellation. Bien, à mon avis, les joueurs toulousains ont des soucis à se faire sur cette pelouse. D'accord. Eh bien voilà, nous sommes dans le décor. C'est un petit peu la Coupe du Monde du Mexique. On va revenir sur des grands événements. Bon, il fallait faire un choix, il y en a eu tellement. Avec notre invité, on a choisi quand même la Coupe du Monde 70 qui reste vraiment gravée dans nos mémoires à tout jamais. Mais tout d'abord, Pelé, j'aimerais faire une petite expérience. Vous avez été très souvent consultant avec la télévision brésilienne, TV Bandeirantes, TV Globo. Alors on va vous passer une image tout de suite et vous allez être le commentateur brésilien. Vous allez essayer. Okay. Allons-y pour la première image. Isso aí foi o jogo que quem pegou a bola foi Rivelino. Rivelino deu para Jairzinho, né? Rivelino a pris le ballon, envoyé à Jairzinho. Pelé para Carlos Alberto que vai entrando. Atenção, Carlos Alberto é gol! Carlos Alberto! Que golaço! Brasil campeão! Brasil campeón del mundo pour la tricampeón mundo. Et maintenant nous allons revoir Pelé. Vous faites ça très bien, hein, vous m'impressionnez. Ah ouais, very good. Maintenant on va voir quelque chose qui nous a vraiment marqué aussi. C'était lors du premier tour. Vous allez voir tout cela en images. C'est un fameux tir de très très loin. Alors moi j'aimerais que vous m'expliquiez tout ça. C'était contre Victor, contre la Tchécoslovaquie. Ça n'est fallu de rien. Si vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un peu difficile à expliquer. Je voyais le gardien de but de la Tchécoslovaquie, j'avais vu qu'il était sorti un peu. Lorsque j'ai envoyé le ballon, où Jersey a dit « Mais t'es fou, ne fais pas ça !» Jersey n'a pas vu où était le gardien de but. Alors, le ballon est passé juste à côté. Je crois que ça aurait été vraiment un très très beau but. C'est quelque chose que vous avez déjà réalisé à l'entraînement, en match avec les clubs du Brésil, avec Santos? Oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais non pas de cette distance. C'était avant le milieu de terrain. C'était très loin. Au Santos, j'avais tiré de l'autre côté de la ligne du milieu de terrain, mais jamais de cette distance. S'il vous plaît, Solange, et puis après on va passer sur une autre action qui a aussi été extraordinaire. C'est toujours la Coupe du Monde. Alors tout de suite l'image maintenant du ralenti. Voilà, on revoit de derrière les buts. On revoit de derrière les buts. Et maintenant, on va voir une image dont vous vous souvenez tous, sans doute, mais c'est peut-être un peu vague dans votre esprit parce que ça fait 17 ans. C'est Jairzinho et c'est cette fameuse tête. Et ce Banks. Alors là, vraiment spectaculaire. Vous êtes ici à peu près. Banks est ici, vous êtes là quand vous recevez le ballon. Comme ça. Non, il était là-bas. Jairzinho a croisé. Il pensait que c'était un but. Moi, j'ai envoyé de la tête et bon, ben, c'est entré. Moi, je pensais que c'était un but. Alors, j'ai crié but, goal. Faut pas dire tout ça.
Mais c'était vraiment formidable la défense sur ce coup-là. Je pense que pendant ce championnat-là, c'était vraiment la grande star. La défense a été fantastique. Pour moi, c'était un but. Hein. Même si c'était pas un but, c'était un but. Là aussi, on va le revoir au ralenti. Et puis encore une action de génie un petit peu plus tard. Alors tout de suite, le ralenti de cette action, de ce centre de Gersino et de cette tête de Pelé. Voilà le centre de Gersino. Et donc cette tête. Et maintenant, une action. Alors là, même, vous allez entendre le commentateur anglais derrière. Il va plus avoir de souffle. Vous voyez, c'est Tostao qui donne dans le trou. Et à un moment, il va dire « Oh, what's the genius !» Alors ça, vous avez remarqué que vous étiez déjà trop court par rapport à Mazurkiewicz. C'était vraiment très important. Moi, je pensais que j'avais marqué un but. Après le match, Michael Victor est arrivé près de moi en me disant « Mais t'es fou, tu es complètement... Qu'est-ce que tu m'as fait là ?» C'est le football, j'ai répondu. Malheureusement, je n'ai pas marqué. Tous les joueurs de l'Uruguay m'ont dit « Mais Pelé, c'était fantastique. Comment est-ce que tu as pensé faire une chose pareille ?» C'était vraiment par intuition. Vous avez eu le temps de voir l'arrière uruguayen qui est arrivé et qu'il fallait croiser. Vous voyez le garde l'arrière qui va contre le poteau buté. Vous avez croisé volontairement aussi. Oui, j'ai vu. Si j'étais sorti avec le ballon, j'aurais eu une faute. Donc j'ai lâché le ballon et donc j'ai fait un peu comme le torero dans une corrida. Mais malheureusement, j'ai pas marqué. On le revoit encore, on va apprécier. C'est vraiment dommage qu'il s'en ait fallu de quelques petits centimètres. Donc au départ, c'était une ouverture de Tostao. Incredible. Do you understand? Incredible. Yeah. Teve uma televisão no Brasil. Au Brésil, il y avait une chaîne de télévision qui a changé un petit peu les choses pour que le ballon entre. Ah d'accord, ils ont un petit peu arrangé. Et là, c'était contre la Tchécoslovaquie. C'est un but pour montrer que vous allez vraiment très haut en l'air et que vous étiez un félin, que vous avez des capacités physiques de souplesse extraordinaires. Aí é importante. Oui. Je crois qu'il faut dire que c'est la précision de la passe de Gerson. Vraiment, il m'a fait une passe fantastique. Il a placé le ballon juste à l'endroit de mes pieds. Juste dans le sens de la course, mais quand même, vous sautez très haut. Oui, mais sa passe était vraiment parfaite. Le ballon est arrivé juste au moment où je courais devant et est arrivé sur mon pied. Le ballon est tombé ici, le Tchécoslovaque était de dos, alors c'est arrivé sur ma poitrine et donc j'ai pu marquer tout de suite. C'était vraiment très important, la passe de Gerson. C'était parfait. Absolument. On va quand même voir quelques images aussi pour montrer, quand je parlais de votre côté félin, votre côté coup de patte, c'est également dans la Coupe du Monde au Mexique. Vous êtes plus souple que moi. Moi, je suis l'antillais le plus raide de France. Je ne suis pas souple, un peu dur. Vous êtes très souple. On va voir tout ça. Mais tu as été joueur professionnel. Tu sais qu'il faut vraiment s'entraîner. Il faut être vraiment en forme. Voilà. Quand j'ai reçu le ballon du Gerson. Là, c'est plus Gerson, c'est contre le Pérou et on voit que vous êtes à la même hauteur et bam, un coup de patte. Non, ça, là, j'ai tiré sur le poteau, là. Mais un coup de patte. Et là, maintenant, je vous demande de vous asseoir, car à Téléfoot... C'était sur le pas de poteau. C'était contre la Tchécoslovaquie. Je crois que c'était le troisième but là qu'on vient de voir, non? Pelé, prenez place. Je vais vous faire un petit cadeau. On vous surnommait en France la Panthère. Donc c'est par rapport aussi au côté félin des choses. La Panthère. Alors, c'est peut-être pour vos enfants ou pour vous. Voici une petite panthère. Elle est mignonne, petite panthère noire. Et les deux bébés. Il y a deux bébés. Le problème, c'est qu'il y a un troisième bébé. Non tem problema. Eh oui, aucun problème pour moi. Bébé. Il y a un troisième bébé.
Que voici. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors là, j'aimerais quand même le montrer. Je vais le montrer à la caméra portable que voici. Parce que c'est pas un chat. On peut croire que c'est un chat, mais ce n'est pas un chat. C'est un vrai alors. C'est un vrai. C'est une petite panthère. Vous allez l'emmener avec vous. Oh, vous jouez peut-être. Elle est mignonne, hein? Oh, c'est ça. Elle est un petit peu inquiète. Ouh, elle a des belles dents. Vous voyez dans l'écran de contrôle, Pelé. É importante, obrigado. Bon, merci beaucoup. Oui. Obrigado, porque eu tenho Merci Didier. filhos. J'ai 3 filles, Ah, j'ai trois enfants. Donc c'est une bonne 3 chose. enfants. Il y a encore un petit problème. C'est qu'elle est élevée au biberon. Donc il faut lui donner un petit peu de biberon. Elle a faim. Vous savez de chanter? Na 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 na. La 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 Na 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 na. Alors. Ça va? Oh, elle se laisse faire. Elle fait un petit peu. C'est joli. Hein, Elle est très sage. C'est dommage que ça grandit. Quand ça grandit, bon ben là, mais il faut la garder maintenant. Ça c'est, il le faut. Oh, c'est pour moi aussi? C'est pour moi? C'est pour vous aussi. Mais ça va venir de... Ça va? Ça va? Ça va? Ok. Lui est un peu plus grand. Il est un peu plus difficile. C'est le roi de la jungle. Ah. C'est lui. Oh, il est sage. Voilà. Comme ça, bon, il y a pour vos 3 filles et ça, c'est pour vous. Merci. Hein? Oh, il est gentil. Bon, voilà. On va se retrouver avec Thierry pour la 2e division et puis après... Oh, bah ça venez. Vous avez le coup. Il n'y a pas de problème. Ça va venir. Thierry pour la 2e division. Ah, le tigre peut-être? Peut-être. Tu veux un petit peu? Un petit peu. Regarde. Iris. Oh. Non, il veut pas. Il est déjà assez grand. Ça va. Thierry pour la 2e division et puis on se retrouve pour la samba. Ça va être chaud. Oui, notre roi de la jungle à nous, c'est Georges Dominique et il suivait la rencontre entre Caen et Strasbourg, rencontre au sommet de la 2e division. Georges Dominique. Éric Pécou, ex-Nantes, Monaco, Metz et Strasbourg, aujourd'hui à Caen, salue Léonard Specht, l'Alsacien, Strasbourg 1987, qui fête actuellement dans la mode rétro. Avec l'ensemble de l'équipe, on était assez sceptiques sur ce que cette tenue allait donner vis-à-vis du public et des médias. Mais je crois qu'avec l'expérience, je crois que c'est une très bonne tenue. On est très à l'aise et puis je crois que d'ici quelques années, pas mal de clubs, pas mal d'équipes porteront cette tenue. À propos de tenue, ici à Caen, ce sont souvent les baskets qui ont tenu le haut du panier. Mais depuis maintenant 3 ans, le foot a pris les devants. On rêve même ici de rejoindre la toute grande élite. On a frôlé la 1re division l'an dernier en terminant second, en jouant les barrages. Bon, ben, on s'est mis gentiment à rêver. Puis je pense qu'on a une équipe suffisamment solide pour rejouer les barrages. Après, monter automatiquement, il y a certains qui ne sont pas d'accord. 87-88, l'adversaire numéro 1, c'est Strasbourg. Ils sont devant nous et à mon avis, ils sont très très bien partis. Léonard Specht ce soir, objectif, rester invaincu? Voilà, je crois que c'est notre objectif de départ. Mais maintenant, si on peut prendre les 2 points, je crois qu'on s'en privera pas. Mais d'entrée de jeu, ce sont les Normands qui ne se sont pas privés d'inquiéter le leader strasbourgeois Flukinger, ici intervenant devant Flores. Mais par 3 fois, ce sont les centres de Prieur, le Normand, qui ont failli aboutir ici sur une tête de Pécou à la 9e minute. À la mi-temps, rien de marqué, mais dès que le jeu reprend, les bleus et blancs vont prendre les devants. Reichert, ici, un véritable poison, Bensoussan met en corner. Toujours 0-0, 19 minutes de jeu maintenant en 2e mi-temps, avec un autre corner pour Strasbourg, et tout de suite le pied gauche de Cyriac Didot. Et Caen se trouve mené 1-0, avec au passage un coup de pouce bien involontaire du gardien et capitaine de Caen. Un score qui ne va plus bouger et qui relègue déjà l'équipe normande à 5 points du leader alsacien. On a vu ce soir que Strasbourg était très complet, que dans toutes leurs lignes, ils étaient très solidaires et avec de très bons joueurs. Et je crois qu'à partir du moment où on encaisse un but idiot, revenir contre cette équipe-là, c'était difficile ce soir.
Pour Kaspersak et son équipe, coup double, car Rouen s'est également incliné. Caen battu, Rouen battu, c'est une double bonne soirée pour Strasbourg. C'est vrai, c'est une double soirée pour Strasbourg, mais je suis surtout satisfait par les comportements de mes joueurs sur le terrain et par une victoire très importante, je veux dire, pour la suite de la compétition. Compétition qui ne reprendra que dans 15 jours par suite des Jeux méditerranéens. Au moment de cette mini-pause, Strasbourg possède désormais 3 points d'avance sur Rouen. Rouen qui s'est incliné hier soir à Quimper et qui est distancé de 3 points par le leader alsacien. En dehors de Strasbourg, toutes les équipes qui recevaient ont gagné. Dans le groupe A, première défaite de Sochaux, cela s'est passé au stade de Furiani, Bastia-Sochaux 1-0, but marqué par l'ex-socialien Thierry Meyer. Du coup, Lyon, net vainqueur de Châtellerault, rejoint l'équipe sochalienne en tête du classement. À la 3e place et à 3 points, Alès, vainqueur de Nîmes, rejoint également Monceau. Monceau qui est aussi la seule équipe à s'être inclinée sur ses terres face à son voisin de Cuiseaux-Louance. Mais tu parles français un petit peu là. Non. Si. You speak English? No, I speak English, but I told him. Moi, français, c'est petit. Un petit peu. Un petit peu. Parce que j'ai besoin de parler français. Je vais beaucoup de fois en France. J'ai besoin de parler français. Non, mais en tout cas, tu le comprends bien. Là, je vais te demander une dernière petite chose. Parce qu'on n'est pas doué de ce côté-là avec Thierry, il faut le reconnaître. On est un petit peu raide. Non, je ne suis pas trop doué. C'est vrai. Lentement. Lentement. Je vais, avec moi. D'accord, te demander de nous apprendre à danser la samba. Et on va demander à tout le monde là qui rêve d'approcher Pelé, parce qu'il n'y a pas de raison, on s'approprie un petit peu plus. Il est tellement sympathique. Venez tous, que tous les petits viennent, qu'on monte un petit peu la musique. Alors on fait comment la samba? Tout le monde vient, tout le monde. Ah, ici, fais encore, viens.